Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le titre est S'en prendre à un bitcoiner, la plus mauvaise des idées. Alors, cette présentation est réalisée dans le cadre des meet-ups de l'association Bitcoin Lille et en l'occurrence, il s'agit de la présentation du mois de février. Dans un premier temps, on va commencer par faire une rétrospective de l'année 2024, puis ensuite on observera une conclusion assez certaine, c'est que Bitcoin attire effectivement les regards. On verra qu'il y a, pour éviter cela, de bonnes pratiques à adopter, notamment dans la sécurisation de ces fonds, donc de ces bitcoins. Et en réalité, on conclura sur le fait que concrètement, s'en prendre à un bitcoiner, c'est certainement la plus mauvaise des idées. Alors tout d'abord, petite rétrospective de l'année qui a quand même été une année riche sur de nombreux points. Tout d'abord, quand on parle de Bitcoin avec un grand B, qu'on parle de son réseau est de plus en plus décentralisé. En l'occurrence, cette décentralisation de Bitcoin vient directement du fait qu'il y a de plus en plus de nœuds un peu partout dans le monde qui viennent à décentraliser sa chaîne de blocs. En 2024, on a une augmentation de 25% de ces nœuds. Son réseau est également bien plus sécurisé. On a une augmentation sur l'année 2024 de 55% de son hash rate, donc finalement de la quantité de calcul qui sécurise le réseau Bitcoin, ce qui est totalement dingue, avec des fermes de minage qui sont de plus en plus efficientes, des fermes de minage qui se créent dans différents pays du monde, même des fois des énormes fermes de minage, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure avec leur utilité. On a un réseau qui est également de plus en plus utilisé quand on parle de Bitcoin sur la chaîne principale. Donc sur la chaîne de base, on a une augmentation sur l'année 2024 par rapport à 2023 de 18% des transactions, ce qui est quand même significatif. Et puis cette chaîne de base, en fait, si cette augmentation du nombre de transactions n'est pas si importante par rapport à ce qu'on pourrait potentiellement espérer, en réalité c'est parce qu'il y a aussi une espèce de surcouche qu'on appelle le Lightning Network, sur laquelle il y a énormément de transactions qui sont réalisées de manière quotidienne. Alors la difficulté quant au Lightning Network, c'est qu'on ne peut pas dire exactement quelle est la quantité de transactions qui se déroulent sur le réseau, puisque il y a des transactions qui sont sur des canaux privés, donc on ne peut pas observer. D'autres, on n'a pas forcément accès aux informations qui sont échangées entre différents nœuds, et donc par conséquent, la seule donnée qu'on peut véritablement regarder sur le Lightning Network, c'est la capacité du réseau, c'est-à-dire la quantité de bitcoins qui sont disponibles par échange, on va dire pour de l'échange sur le Lightning Network, et on a une augmentation de cette capacité de près de 10% sur l'année 2024, ce qui est quand même assez significatif. Et donc, le dernier point qui est quand même assez important, c'est le développement de Bitcoin en tant que moyen d'échange, voire en tant que monnaie. Si on regarde par exemple btcmap.org, qui est une carte qui regroupe l'ensemble des commerces dans le monde qui acceptent Bitcoin, on observe qu'entre 2023 et 2024, on a une augmentation de près de 50% du nombre de commerces acceptant Bitcoin un peu partout dans le monde. C'est vraiment dingue. En France, on a une augmentation de près de 75%. Donc, Bitcoin se développe, que ce soit d'un point de vue monnaie et moyen d'échange, également d'un point de vue de son réseau. Et puis, 2024 a également été une année assez fantastique pour d'autres points. Déjà d'un point de vue scientifique, puisqu'il y a un consensus qui s'est formé autour de l'impact du minage de Bitcoin, avec de nombreux articles, une quinzaine d'articles revus par des pairs, donc d'un niveau de recherche qui est du coup très sérieux, qui viennent à dire que Bitcoin va permettre de pouvoir faire en sorte que les énergies renouvelables vont pouvoir se développer, va permettre également à la grille énergétique de mieux pouvoir être gérée, mais également que Bitcoin peut avoir un impact particulièrement positif sur les émissions de CH4, donc de méthane dans le cas du tar share. Donc en fait, ce consensus scientifique vient montrer que Bitcoin a un intérêt véritable d'un point de vue minage, sur le climat et sur la grille énergétique. Et puis avec des cas concrets d'utilisation, on a par exemple ERCOT au Texas, qui est l'équivalent, allez, pour simplifier, je vais dire EDF, pour ceux qui connaissent, je dirais RTE en France, qui en fait échange directement avec les mineurs de Bitcoin pour pouvoir mieux gérer la grille énergétique et éviter les surplus énergétiques. En parallèle, on a l'une des plus grandes fermes du monde de Bitcoin, qui est Marathon, qui s'est exportée dans différents pays et qui vient dans certaines villes à fournir du chauffage, donc en fait de l'énergie, de l'énergie calorifique à près de 80 000 personnes, énergie qui vient directement des mineurs, donc en fait des ASICs qu'ils possèdent. Et puis on a également dans d'autres pays, comme c'est le cas au Congo, avec la ferme des Vigonga, des entreprises comme celle de Sébastien Gouspillou qui vont permettre le développement, on va dire, d'un point de vue énergétique avec la création de barrages, mais donc par conséquent également le développement de petites villes, donc de nouveaux commerces, etc., etc. Donc on a vraiment des cas concrets d'utilisation qui sont ressortis ou qui se sont propagés ces dernières années. Et puis
En parallèle, on a un point qui est quand même assez intéressant, toute proportion gardée, mais c'est que finalement la théorie des jeux, comme on le dit souvent, The Game Theory, est en fait quelque chose qui fait petit à petit son chemin en politique. Alors évidemment, on a Nayib Bukele tout à gauche, qui, en tant que président du Salvador, a voulu placer son pays avec Bitcoin comme monnaie légale, Legal Tender, qui, en plus de ça, achète du Bitcoin régulièrement avec les fonds, entre guillemets, d'investissement de son pays, et donc qui a quand même réussi, en l'espace de 2 ans, à, entre guillemets, obliger l'IMF à non pas leur fournir 1 milliard de dollars comme il demandait il y a 2 ans, mais finalement leur fournir 3 milliards de dollars, parce que l'IMF a dû dire à un moment ou à un autre, ok, en fait, finalement, vous gérez bien le pays, et bah, concrètement, Bitcoin, ouais, ça a marché. Alors évidemment, ils ne l'ont pas formulé comme ça, ils ont voulu, on va dire, faire en sorte que tout ne puisse pas être exprimé de la sorte, notamment en retirant Bitcoin comme legal tender au Salvador, mais ça montre quand même que voilà, cet aspect politique on va dire que les politiques, petit à petit, au fil du temps, sont forcés à prendre en considération Bitcoin. C'est le cas également de la campagne de Donald Trump, qui était présent à la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, qui souhaite créer une réserve directement en Bitcoin, une réserve souveraine. Bon, on sait très bien qu'il a rien compris à Bitcoin, c'est pas lui qui a fait la transaction Lightning dans un bar il y a quelques mois, mais reste que derrière, il a des personnes autour de lui qui pourraient être ou qui sont des Bitcoiners et qui ont véritablement ce souhait. Et puis, un point qu'on oublie souvent aussi, c'est le cas de Maya Parbo, qui est une candidate au présidentiel dans un petit pays qui est le Suriname, au nord du Brésil, qui souhaite instaurer Bitcoin comme, en plus de monnaie légale, mais souhaite mettre en place au Suriname un Bitcoin standard, donc en gros un pays qui va avoir tous ses paiements réalisés en Bitcoin, à l'international comme au local. Et donc on a finalement en fait Bitcoin qui vient obliger en somme, indirectement, les politiques à prendre cela en considération, voire même à changer leur vision des choses. On a également la théorie des jeux qui fait son chemin sur les marchés financiers. Clairement, avec l'arrivée des ETF en 2024, ça a marqué quand même un point assez important pour différentes raisons. Si on prend le cas par exemple de iShares, donc l'ETF Bitcoin de BlackRock, pour se donner une idée, BlackRock depuis 2005 a lancé un ETF sur l'or, qui est l'ETF Gold Trust. Il correspond à 35 milliards de dollars à l'heure actuelle. Alors que Bitcoin, qui a eu son ETF qui est arrivé, on va dire début d'année 2024, on est déjà à 59 milliards de dollars dans les shares de BlackRock. Et donc c'est dingue de voir cette augmentation si forte finalement. En fait, c'est plus qu'exponentiel à ce point-là, et ce véritable intérêt pour les institutionnels, pour les personnes souhaitant avoir des ETF en Bitcoin plutôt que dans l'or ou autre. Alors bon, évidemment, il faut aussi mettre les choses en perspective, hein. L'ETF Bitcoin est à peu près pour BlackRock à 59 milliards. Faut savoir que celui pour l'or chez BlackRock est à 30, je le disais précédemment, 35 milliards, mais l'ETF or qui a la plus grande net asset est à 78 milliards de dollars. Et puis si on compare avec le S&P 500 qui est l'ETF le plus important, son produit financier est à près de 650 milliards de dollars. Donc il y a encore une différence, mais on voit que Bitcoin est arrivé et a mis un grand coup de pied dans la fourmilière sur les marchés financiers, ou en tout cas c'est imposé comme un produit financier qui était essentiel. Est-ce pertinent? Ça, chacun aura sa vision des choses. Mais donc en fait tout ça, le développement de son réseau, le développement de Bitcoin en tant que moyen d'échange ou que monnaie, le fait que la théorie des jeux est en train de changer les choses, de changer la donne d'un point de vue politique comme financier, fait que nécessairement tous ces points viennent se répercuter sur l'évolution du prix du Bitcoin qui, en plus du cycle des halvings, en fait, n'a cessé d'exploser sur l'année, et en année 2024, de janvier 2024 à aujourd'hui, on a eu une augmentation de près de 160% du prix du Bitcoin, atteignant même presque 110 000 dollars il y a encore quelques jours. Donc c'est quand même assez dingue de voir cette évolution et le fait que finalement en fait Bitcoin a véritablement été un ovni dans cette année 2024, ovni qui évidemment attire des regards. Alors on va dire qu'il y a 3 points qu'on pourrait développer sur là où les raisons pour lesquelles Bitcoin attire des regards, qui sont pas forcément tous très positifs.
Le premier, évidemment, c'est la hausse significative de son prix, on l'a vu précédemment, et puis qui attire de plus en plus de personnes de par l'appât du gain, pour différentes raisons, évidemment. Et puis, comme le prix augmente, comme il y a des personnes qui sont attirées, les gens en parlent, et donc, en ce sens, il y a également une plus grande visibilité de Bitcoin et de cet écosystème dans les médias. Alors, la grosse problématique là derrière, c'est que ça va amener beaucoup de personnes à en parler, que ce soit des personnes qui sont là uniquement par appât du gain et qui vont vous vendre des grosses conneries, du bullshit sur les réseaux sociaux, sur leurs vidéos YouTube, et qui vont vous dire qu'avec 1 euro, vous allez pouvoir devenir millionnaire en mettant tout votre argent sur un token X ou un token Y. On a également en parallèle des entreprises qui vont essayer de profiter de cette situation pour attirer leur regard vers elles. Je pense notamment à Greenpeace, qui a essayé de réaliser avec le Skull of Satoshi une campagne de diffamation qui a été payée par l'un des cofondateurs de XRP pour essayer de faire en sorte que Bitcoin passe en proof of stake, sans suivre le début du consensus qui était déjà en cours de réalisation par les articles peer-reviewed d'un point de vue scientifique. Et puis, je pense que c'est vraiment le gros point noir, à mon sens, c'est le fait qu'on a des personnes qui ne connaissent pas le sujet de Bitcoin, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Je pense à Aurore Lalucq, je pense surtout à Tom Benoît, qui viennent à parler de Bitcoin alors qu'ils ne savent quasiment rien là-dessus. Et donc, par conséquent, en fait, la grosse problématique là derrière, c'est que ça forge dans l'inconscient collectif une image qui est néfaste de ce qu'est Bitcoin. On entend d'ailleurs régulièrement dans les médias que Bitcoin c'est un Far West non régulé, que l'évasion fiscale est possible, voire facile, que Bitcoin n'est utilisé que par les riches, donc ça veut dire que quelqu'un qui a du Bitcoin est forcément riche, alors que je pourrais vous citer par exemple le Nigeria, qui est le pays dans lequel Bitcoin est le plus utilisé par la population dans le monde. Croyez-moi que là-bas, les personnes ne sont pas riches. En parallèle la fameuse de Tom Benoît, il faut passer par Binance pour scinder des bitcoins, qui peut faire penser aux gens qu'en fait, en réalité, quand on possède du bitcoin, on a forcément des bitcoins, donc au moins un bitcoin, et donc par conséquent, qu'on est riche, alors qu'en réalité, on peut juste posséder des petits centimes de bitcoin, ce qu'on appelle les satoshi. Et puis il y a d'autres points, Bitcoin c'est pour les criminels, Bitcoin permet de faciliter rapidement ou facilement l'argent, et puis ah ouais non mais Bitcoin pour retrouver les criminels c'est pas possible de suivre une transaction. Et en fait tous ces points qui évidemment méritent de la nuance, qui ne sont pas totalement vrais et en même temps pas totalement faux, même si on se doute bien de quel côté pencher, en réalité forgent cette image néfaste de Bitcoin. Et donc il y a 2 points qui sont véritablement négatifs. Le premier c'est que cela induit du temps qui est perdu sur l'éducation des populations à ce qu'est Bitcoin, d'un point de vue souveraineté, etc., etc. Mais également, ça crée une croyance qui finalement est erronée, que s'en prendre à quelqu'un qui possède du Bitcoin, qu'on pourrait appeler un Bitcoiner, ça va permettre de voler ses fonds, de pouvoir les blanchir facilement et de devenir riche. Alors que en réalité, c'est évidemment quelque chose qui est totalement faux. Alors, néanmoins, il est vrai que sur les dernières années, on a une augmentation significative des attaques physiques vis-à-vis de personnes possédant du Bitcoin et des cryptoactifs. Pour se donner une idée, depuis 2014, on a Jameson Loeb, qui est un OG de Bitcoin qui est là depuis 2009-2010, qui répertorie sur un de ses GitHub toutes les attaques qui sont parues dans la presse avec les sources, les explications, les conséquences. Et on observe que depuis 2014, on a près de 197 attaques qui ont été répertoriées par Jameson Loeb. Alors c'est peut-être un petit peu plus, mais c'est pour donner une idée. Et petit fun fact, la première attaque c'était un swatting chez Alphine en 2014, bon, fun fact entre parenthèses, mais reste qu'on observe effectivement que depuis l'année 2021 on a une augmentation qui est plus importante de la quantité d'attaques. On en a d'ailleurs même 8 qui se sont réalisées là sur le tout début d'année 2025, donc en l'espace de 5 semaines, et dont notamment 3 en France, ce qui fait qu'on a parlé beaucoup des attaques physiques dans la presse. On a un père d'un influenceur qui est à Dubaï qui s'est fait kidnapper en France et qui a été retrouvé dans une voiture ligotée. On a, donc ça c'est bien fini, mais reste que c'est arrivé. On a également en France, avec l'image que j'ai mise juste à côté, un des cofondateurs de Ledger, David Bannon, qui a été kidnappé. Sa femme également, qui a été par on va dire un gang qui finalement ont essayé d'extorquer de l'argent, non pas à lui directement, mais à un autre cofondateur de Ledger, et donc par conséquent qui sont même venus à le mutiler. Ils ont demandé 20 millions de rançon. En réalité, ils n'ont même pas réussi à obtenir 150 000 $, et en réalité ces fonds sont sur le point d'être gelés. Et puis on a également un entrepreneur qui a été kidnappé dans le centre de la France il y a encore quelques semaines lors d'un entretien professionnel.
Bon, ces différents points, on parlera des couleurs juste après, mais ces différents points sont pas positifs, hein. On pourrait effectivement tomber dans un climat un petit peu de terreur, mais il faut mettre ces chiffres en contexte, hein. 197 attaques depuis 2014 dans le monde, faut le mettre en parallèle avec les 210 000 à 230 000 cambriolages qu'il y a chaque année en France, avec les 400 enlèvements et séquestrations qu'il y a eu en 2023 dans notre pays. Et donc, quand on met en perspective ces données, on se rend compte qu'effectivement, c'est peu, mais même si ça ne devrait évidemment pas arriver, mais c'est peu par rapport à ce qu'il se passe, on va dire, en termes d'actes criminels. C'est d'ailleurs pour ça que La Voix du Nord nous a contactés. Elle nous a contactés suite à l'enlèvement de David Balland, et on a eu des échanges avec l'association et La Voix du Nord pour l'écriture d'un article, et un point vraiment qui nous a, enfin 2 points qui nous ont vraiment semblé essentiels. Le premier, c'était d'éduquer les gens sur ce qu'est Bitcoin, sur les stratégies de sécurisation de ces fonds, sur les petites choses qu'il faut adopter pour comment dire, ne pas mettre entre guillemets la puce à l'oreille de personnes qui sont des criminels. Et le deuxième point, c'était aussi et surtout le fait qu'il ne faut pas céder à la terreur. C'est pas parce que il y a des actes isolés comme ceux-ci qui surviennent que ça veut dire que à partir de demain, ça y est, on doit plus se retrouver, on doit plus parler de Bitcoin ni quoi que ce soit. Il faut mettre les choses en perspective. Il ne faut pas céder à la terreur de la même manière qu'il ne faut pas céder à la terreur dans le cas d'attentats. Et c'est pour ça que nous, avec l'association, on a pour objectif de pouvoir éduquer un maximum. Alors, un des premiers points dans l'éducation qu'on essaye de réaliser, c'est sur l'adoption de bonnes pratiques. Déjà, évidemment, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les exchanges ou que ce soit dans les meet-up ou dans les conférences, ne donnez pas des informations personnelles. À la limite, donnez votre prénom, c'est pas la mort, on pourra pas vous retrouver si vous donnez juste votre prénom, sinon utilisez un pseudonyme. Mais ne donnez pas votre nom, ne donnez pas votre adresse, surtout, et c'est quelque chose qu'on réalise, qu'on dit beaucoup aux nouveaux qui viennent dans nos meet-up, mais ne donnez pas le montant en Bitcoin ou en crypto que vous possédez, ne donnez pas non plus votre numéro de téléphone, sinon vous risquez de vous faire scammer si vous tombez sur quelqu'un de mal intentionné. De la même manière, n'exposez pas non plus votre argent sur les réseaux sociaux si vous en avez, ne faites pas comme les influenceurs à Dubaï. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans Bitcoin, il y a un adage qui est Stay Humble, Stack Sats, qui est assez rigolo parce que très souvent, les Bitcoiners ont en tête Stack Sats, donc en gros, empiler les Satoshi, acheter du Bitcoin de la manière la plus régulière possible pour en avoir le plus possible avant que son prix skyrocket et atteigne 1 million, 10 millions de dollars, etc. Mais en réalité, en fait, il y a un point qui est c'est le premier, c'est Stay Humble, rester humble. Et rester humble, ça passe également par finalement adopter un peu l'attitude d'un bitcoiner, de pas exposer son argent sur les réseaux sociaux, de ne pas cramer tout ce qu'on possède dans la dernière voiture à la mode ou autre. Alors évidemment, on peut se faire plaisir, c'est pas ce que je dis, chacun est libre de ses choix. Mais donc ce point-là, le stay humble, est vraiment un point qu'il faut conserver et qu'il faut avoir en tête. Et puis, un autre point aussi, c'est que si un jour vous décidez de réaliser des échanges en pair à pair, donc par exemple d'acheter du Bitcoin avec quelqu'un que vous avez trouvé sur un réseau social ou inversement, déjà premièrement, le faites pas seul. Faites-vous accompagner ou bien rejoignez-vous dans un endroit qui est public, comme ça vous êtes sûr qu'il ne pourra pas y avoir de problème. Attendez potentiellement si la transaction se réalise on-chain que la transaction est bien ajoutée à un bloc qui vient d'être miné, ce qui est généralement il faut attendre 10 minutes pour cela. Ne vous la baladez évidemment pas avec des montants énormes que vous avez en cash. N'ayez pas d'échange sur votre téléphone. Si vous le faites piquer derrière, vous êtes fucked up. De la même manière, ne possédez pas des montants énormes sur votre téléphone. Si vous avez un portefeuille Lightning, ok, vous pouvez peut-être avoir 100, 200, 300 balles, à chacun de se positionner. Mais dites-vous que ça va juste être le portefeuille que vous avez dans la main. Et donc si vous perdez votre portefeuille, c'est pas grave, c'est pas la mort. Ne faites pas confiance aux autres. Et puis, on pourrait même aller plus loin. On pourrait dire, si vous rencontrez quelqu'un pour une vente de Bitcoin, prévenez cette personne de confiance de votre ordre de retour. Ça peut être une idée. Et puis, si finalement vous ne revenez pas à l'heure comme prévu, vous avez un protocole ou un plan d'action qui peut être réalisé, comme appel directement à police secours, etc., etc. Donc, finalement, en fait, ces bonnes pratiques qui paraissent évidemment évidentes pour beaucoup d'entre nous sont quand même des points qu'il faut avoir en tête. Et donc, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que finalement, juste sur les 8 attaques qui ont été réalisées en 2025, la quasi-totalité de ces attaques aurait pu être évitée. Le père d'un influenceur kidnappé en France, cet influenceur montrait sur les réseaux sociaux à Dubaï qu'il possédait des millions de dollars, donc il a mis une cible involontairement, et c'est pas de sa faute, mais involontairement sur les personnes de sa famille, d'autant plus qu'il avait donné son identité.
En parallèle, la tentative de vol de téléphone en Thaïlande, parce que la personne possédait de l'argent sur un échange. En fait, cette personne-là avait des bails un peu dark avec des personnes de la mafia russe. Le vol du bijoutier en Floride aux US, en réalité, il voulait vendre 2 millions de dollars en cash contre de la crypto. De la même manière, le trader qui a été kidnappé pendant 3 jours aux Philippines, en fait, il s'est pointé pour vendre sa Lamborghini avec une Rolex et puis il s'est fait avoir. Le trader OTC aux Philippines, il s'est présenté avec 580 000 dollars dans un hôtel de luxe en cash, donc il y avait un gang qui était présent et ils lui ont tout volé. Et puis en parallèle, l'entrepreneur qui a été kidnappé en France, encore une fois c'est pas de sa faute, mais il s'est retrouvé dans une situation où il n'était pas dans un lieu public, il a pas pu en fait éviter cette situation où derrière il s'est fait enfermer pendant quelques heures, mais heureusement il a réussi à donner l'alerte à sa famille et donc par conséquent au secours. Et donc en fait ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on observe, c'est que de manière générale, juste en adoptant des bonnes pratiques, on va pas se mettre dans des situations qui peuvent être malencontreuses et qui peuvent amener des personnes mal intentionnées à nous faire du mal ou à essayer de nous estorquer. Alors, il y a évidemment un point qui est essentiel, des rappels qu'on a déjà fait, mais c'est sur la sécurité de ces actifs. Un premier point, c'est comme on disait précédemment, votre téléphone que vous avez toujours certainement avec vous, n'ayez pas de données sensibles dessus, n'ayez pas d'échange, n'ayez pas de montant trop important, comme je le disais tout à l'heure, c'est un portefeuille, et si vous le perdez, ça fait chier, mais c'est pas non plus la mort. En parallèle, utilisez un portefeuille physique plutôt qu'un portefeuille logiciel. Si par exemple vous faites voler votre téléphone ou votre ordinateur sur lequel vous aviez votre portefeuille logiciel, derrière, potentiellement vous perdez l'accès à vos bitcoins et donc de ce fait, en fait, vous êtes fucked up. De la même manière, si vous avez un virus ou un keylogger sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, en fait on va pouvoir accéder directement à votre portefeuille et puis faire la transaction et vous aurez tout perdu. Donc en portefeuille physique, on en avait parlé en juillet dernier avec la présentation intitulée Sécuriser ses bitcoins. On avait parlé des différents hardware wallets qui existaient et qui permettent d'éviter cette problématique. Mais qui dit hardware wallet dit forcément, donc portefeuille physique, dit forcément avoir une clé privée, une liste de 12 ou de 24 mots. Et cette liste, il est essentiel de la sécuriser. Et là, il y a différentes stratégies. Alors évidemment, pour éviter le cas d'un incendie, cette liste, on peut l'écrire sur une plaque en métal. On en a déjà parlé également dans KSK Multisig ou bien dans la présentation dont je parlais précédemment, qui est sécuriser ses bitcoins. Mais en réalité, le problème, c'est que si on a notre plaque en métal qui est chez nous, si on se fait cambrioler, la plaque en métal, elle peut être trouvée. De la même manière, si on l'a mis chez notre grand-mère ou à notre boulot, de la même manière, quelqu'un pourrait la trouver et puis derrière a accès à tous nos bitcoins. Donc il faut vraiment avoir une sécurité qui est sans aucun point d'échec et en plus de ça, faire en sorte qu'elle soit pas chez soi. Parce que si on se fait cambrioler ou kidnapper et qu'on est chez soi, derrière, au bout d'un moment, on va venir à dire où elle se situe et donc par conséquent, on perdra l'accès de ses fonds. Et donc, on en avait parlé dans la présentation Qu'est-ce qu'un multisig, on avait parlé d'une stratégie de sécurisation qui s'appelle le Shamir Secret Sharing. Et je vais prendre un exemple qui est très simple. Imaginons qu'on a une clé privée de 24 mots, par exemple celle d'un ledger. Mais en fait, on va couper cette clé privée de 24 mots en 3 bouts de 8 mots. Donc les 8 premiers mots, donc les mots de 1 à 8, puis les 8 deuxièmes mots, donc de 9 à 16, puis les 8 derniers mots de 17 à 24. Et si on vient répartir dans 3 lieux différents, lieu A, lieu B, lieu C, les mots de telle manière à ce que dans le lieu A, on n'est pas les mots 1 à 8, mais uniquement les mots 9 à 16 et 17 à 24, que dans le lieu B, on est uniquement la partie 1 et 3, donc les mots 1 à 8 et 17 à 24, et inversement dans le lieu C, avec la partie 1 et 2 uniquement, donc les mots de 1 à 8 et de 9 à 16, en fait, en réalité, on est dans une situation où si le lieu, on va dire cette partie clé privée dans le lieu A vient être trouvée par quelqu'un, mais en fait en réalité il lui manque 8 mots, donc il ne peut pas accéder ou elle ne peut pas accéder au Bitcoin qu'il y a dessus. Donc c'est une stratégie qui est vraiment très intéressante, le Shamir Secret Sharing. Un autre point qui est très positif, c'est que si le lieu A crame et que cette partie de clé privée disparaît, avec le lieu B et le lieu C, on a encore les parties 1, 3, 1 et 2, donc on a bien les parties 1, 2, 3, on peut réobtenir la totalité de notre clé privée, et donc ça c'est vraiment un point génial. Néanmoins, il faut quand même l'avoir en tête, c'est que avec une ledger, ça reste un point de défaillance. Je m'explique, si la ledger est chez nous, que on se fait kidnapper et que derrière, en fait, on se retrouve ligoté chez nous, à un moment ou un autre, on va dire où se situe notre ledger, et puis on va mettre le PIN, et puis à ce moment-là, une fois de plus, les fonds disparaissent.
Donc il y a des stratégies qui sont plus avancées, qui font qu'en réalité on ne peut pas dépenser ces bitcoins sans avoir à, entre guillemets, être bougé d'un endroit A vers un endroit B. C'est ce qu'on appelle le multisig. Alors, dans le cas précédent, dans le cas du Shamir Secret Sharing pour la clé privée, en réalité c'est un peu la même idée. Si quelqu'un se ramène chez vous, trouve le bout de clé, donc le bout de clé 2 et 3 qu'il y a au lieu A, pour pouvoir bouger les fonds, il va être obligé, pour obtenir la suite de la clé, de vous bouger dans un lieu B et un lieu C, ou un lieu C. Et donc ça, c'est véritablement problématique pour on va dire, ces personnes mal intentionnées, parce que kidnapper ou cambrioler quelqu'un est une chose, retenir la personne est une chose, mais derrière, venir à bouger la personne d'un point A à un point B pour ensuite aller choper le deuxième bout de la clé, là c'est tout à fait autre chose. Il va y avoir la possibilité de pouvoir dire que là il y a de pouvoir potentiellement prévenir la police, deux personnes vont se rendre compte qu'effectivement il y a un problème, voire même dans son plan d'urgence, on pourrait anticiper un faux lieu B, où derrière, en fait, il y a je sais pas, ça pourrait être directement lié à un coffre en banque, dire que c'est lié à un coffre qui est en banque, ou je ne sais pas. Donc, en réalité, cette stratégie, quand elle est bien réfléchie, elle est très pertinente, et dans le cas d'un multisig, on peut même aller un peu plus loin. On peut s'intéresser, on en avait parlé l'année dernière, au cas d'un multisig 2/3, où on va simplifier la chose suivante. On a trois parties. La première partie qui est ici, c'est une clé privée qui est associée à une ledger, et on va dire des informations liées au descripteur du multisig. On va pas en parler aujourd'hui, on va oublier cette partie-là. Mais donc on a la clé privée de la ledger et la ledger. Ensuite on a une deuxième clé privée qui est différente. Ici elle ne l'est pas, mais c'était juste la photo, qui est différente. Donc une cold card et la clé privée de la cold card. Et pareil, un troisième portefeuille physique qui est la troisième clé privée, différente des deux autres, et qui correspond à un autre hardware wallet, donc un autre portefeuille physique qui est le trésor. Et on pourrait venir répartir ces informations grâce à finalement en fait à une stratégie de Shamir Secret Sharing de la manière suivante dans trois lieux que j'ai appelés lieu A, lieu B et lieu C. Et donc, en ce sens, dans lieu A, on aurait uniquement la ledger, la clé privée du trésor, et les informations de la ledger et la trésor. Alors, ces informations sont juste des informations, on va dire, confidentielles. Elles ne permettent en aucun cas de pouvoir bouger les fonds. Et donc, en fait, le point qui est très intéressant, c'est que ça veut dire que quelqu'un qui obtient l'accès au lieu A, donc à la ledger, à la clé privée du trésor, et puis à cette clé USB sur laquelle il y a juste des informations sensibles là-dessus, mais en fait, elle n'a aucune information sur la clé privée numéro 2, ou le portefeuille physique numéro 2, ou même la Xpub, enfin bref, elle n'a aucune information sur la clé privée numéro 2. Et donc, en ce sens, dans le cas d'un multisig, elle ne peut pas bouger les fonds. Et donc, cette stratégie, qui est évidemment une stratégie qui est plus avancée, permet d'avoir une sécurisation de ces fonds extrêmement élevée. Là, il y a une obligation d'aller dans un autre lieu pour pouvoir directement, finalement, en fait, avoir toutes les informations pour bouger les fonds, ce qui est particulièrement intéressant. Donc, on n'a pas les informations, mais c'est probablement la situation qui s'est passée avec David Balland, qui, lui, de son côté, n'a pas pu bouger de fonds. Donc, est-ce que c'était pour ça qu'ils ont ensuite contacté un autre cofondateur de Ledger ou pas? Là, on ne sait pas, mais reste que dans cette situation-là, les fonds de David Balland n'ont pas bougé. Puis on pourrait même avoir une stratégie un petit peu plus avancée en se disant, bah tiens, là, ma clé privée de la Ledger, qui est dans le lieu B, en fait, elle est par exemple sur une plaque en métal dans le lieu B. Si quelqu'un la trouve, il va voir qu'il n'y a rien dessus. Par contre, on pourrait mettre 1000 balles. Comme ça, si la personne accède, alors 1000 balles, mais chacun à se positionner là-dessus. Si vous possédez 100 000 balles en crypto, qu'est-ce que c'est, enfin en bitcoin, qu'est-ce que c'est de se dire, tiens, je vais mettre 1000 balles ou 5000 balles sur cette clé privée, 5000 balles sur celle-là, 5000 balles sur celle-là, et puis comme ça, si vous faites, je sais pas, vous faites cambrioler, la personne retrouve cette plaque en métal, ok, vous perdez effectivement 5000 balles, mais la personne peut se dire, tiens, c'est bon, j'ai chopé la totalité que je pouvais avoir de la personne, et elle n'ira pas plus loin à essayer de vous kidnapper, de vous conserver avec elle pendant plusieurs jours pour pouvoir obtenir les informations du lieu A, du lieu B, du lieu C, etc. etc. Donc ça, c'est un point qui est intéressant, juste pour reformuler. Si on prend la clé privée de la Ledger, toute seule, elle donne un portefeuille. La clé privée de la cold card, toute seule, elle donne un autre portefeuille. La clé privée du trésor, toute seule, elle donne un troisième autre portefeuille, qui sont tous les trois distincts.
Donc on pourrait mettre 1000, 1000, 1000, 5000, 5000, 5000, 10 000, 10 000, 10 000, 100, 100, 100, ça dépend vraiment des montants que vous avez sur la totalité de votre portefeuille. Et pour pouvoir accéder on va dire au portefeuille multisig, il faut obligatoirement avoir les informations des 3 clés. Donc en gros, je fais une concaténation des 3 clés, ça donne un nouveau portefeuille indépendant des 5000, 5000, 5000 dont on parlait précédemment. Bref, il y a une vidéo qui explique tout cela, qui est celle-ci, qu'est-ce qu'un multisig. Je vais passer là-dessus. Donc voilà, on a pas mal de points, et puis un dernier point qui est particulièrement technique, c'est l'utilisation d'un time lock, notamment avec le portefeuille qui est logiciel qui est Liana, où on a deux situations qui peuvent être des situations à avoir en tête, quand bien même elles sont un peu particulières. On pourrait avoir le cas où on crée une clé privée, sur laquelle on a son portefeuille en watch only sur son ordinateur. Donc on a accès par exemple sur Sparrow aux adresses de réception, ce qui nous permet de pouvoir, si on veut recevoir du Bitcoin parce qu'on fait des achats en pair à pair par exemple, derrière on peut prendre des adresses, les envoyer à la personne ou à l'application qui va nous permettre de pouvoir recevoir du Bitcoin. Par contre, on brûle la clé privée, on détruit le portefeuille physique s'il y en avait un, et donc en fait en l'occurrence on ne peut pas bouger avec la clé numéro 1 les fonds. C'est particulier, mais dans le cas où on est certain de hodl pendant une grande période, bon bah après tout, ça veut dire qu'on est peut-être certain de ne pas faire de transactions, et donc en soi, bah c'est peut-être pas non plus un problème. Et donc du coup, dans le cas de Miniscript, donc on va dire du portefeuille Liana qui utilise un langage de programmation qu'on pourrait qualifier de Miniscript, eh bien en réalité, on a soit je peux dépenser la clé numéro 1, ce qui en fait n'est plus possible parce que cette clé numéro 1 a disparu, j'ai tout bousillé, elle n'existe plus, ou bien dans ce cas-là, je dois attendre 52 600 blocs, soit l'équivalent d'un an, et à ce moment-là, je peux utiliser une nouvelle clé qui, elle, est chez moi, à la banque ou autre, et qui évite le fait que si quelqu'un, on va dire à la banque, trouve cette clé privée ou cette call card, en fait, en réalité, il peut rien faire parce que pour l'instant, il n'y a aucun fonds sur cette clé numéro 2, et les fonds sont sur la clé numéro 1 jusqu'au moment où, un an après la dernière transaction sur la clé numéro 1, pour simplifier, eh bien les fonds soient envoyés automatiquement par le code vers la clé numéro 2, et à ce moment-là, la clé numéro 2 possède les fonds, et donc on peut dépenser avec la clé numéro 2. Donc c'est un peu technique, mais c'est une possibilité. Et puis une deuxième, c'est de se dire, et ça c'est un point que certains OG utilisent quand ils possèdent des grosses quantités de Bitcoin, ce serait de dire par exemple, tiens, je vais créer un multisig. Donc ici on voit un multisig 2/2 avec une clé qui m'appartient, donc j'ai la plaque en acier chez moi et la ledger par exemple, et également une clé qui est chez une entreprise, comme par exemple Casa, ou bien chez mon notaire, et Casa qui est une entreprise aux US qui permet de sécuriser, on va dire, les actifs de cette manière-ci. Et donc, par conséquent, si je veux déplacer des actifs de mon multisig 2/2, je dois obligatoirement signer ma transaction avec ma clé Ledger, et en plus de ça, je dois contacter mon notaire ou bien Casa avec un protocole de sécurité qui est déjà présent lors de la création du compte chez l'un ou l'autre, en fonction de ce que vous définissez. Et si je n'ai pas cette signature, à ce moment-là, eh bien derrière, ma transaction ne peut pas être propagée au réseau. Et donc en fait, c'est intéressant parce que bon là, on a vraiment une situation où, comme il y a des protocoles de sécurité, Casa ou le notaire vont se rendre compte à un moment ou à un autre qu'il y a un problème, que vous êtes en situation de danger, si vous êtes fait le kidnapper, que vous venez à donner des informations très atypiques, et à ce moment-là, d'une part vos fonds ne bougeront pas, et d'autre part, il y a des procédures qui vont être mises en place avec la police ou autre. Et donc du coup, ce multisig 2/2 qui, au bout d'un an, donc de 52 600 blocs, se transforme comme précédemment avec une nouvelle clé, qui elle est par exemple une clé qui est chez nous, et qui en l'occurrence ne possède pas de fonds jusqu'à C1 an, où à ce moment-là, les fonds du coup de la clé du multisig 2/2 clé 1, clé 2 vient à être envoyé automatiquement vers la clé 3. Et donc ça c'est intéressant, notamment dans le cas où on perd sa clé 1, ou bien que Casa ou le notaire disparaît. S'il ferme, derrière, on ne peut plus bouger ce multisig. Par contre, au bout d'un an, on retrouve tous ses fonds sur ces clés. Donc ça, c'est des stratégies qui sont un petit peu complexes. Et puis, le dernier point, c'est quand même de se dire que finalement, en fait, la plus mauvaise des idées, c'est d'essayer de kidnapper ou d'essayer de pouvoir voler une clé privée d'un bitcoiner ou ses fonds, parce que il est beaucoup plus facile de s'introduire chez quelqu'un pour voler, je sais pas, un ordinateur, une télé, des bijoux ou autre. Facile de casser une vitre que d'essayer de chercher une clé privée dans une botte de foin. Ça peut être une clé privée sur la photo de gauche, ça peut être caché
je sais pas, en dessous d'une latte, dans une prise, dans un conduit de la cheminée. C'est pas forcément tout le temps une plaque en acier, ça peut être dans le plafond, ça peut être également enterré sous les dalles dans le jardin, ça peut être dans un arbre, ça peut être enterré sous la pelouse. Donc, enfin, il y a tellement de possibilités qu'en réalité, vraiment chercher une clé privée, c'est chercher une petite information dans une botte de foin. Donc on l'a dit, il y a des stratégies très avancées, le multisig, le Shamir Secret Sharing, le time lock. Et puis il y a un point qui peut être très intéressant, c'est que en tant que bitcoiner, on a à partir du moment où on est souverain, on possède une grande partie de notre capital, voire même la totalité de notre capital en bitcoin. En fait, on a des plans d'alerte qui sont mis en place. Ça peut être un message d'urgence qui, avec notre téléphone, peut être automatiquement envoyé quand on clique sur un bouton. Ça peut être un code. Si on appelle quelqu'un de notre famille et qu'on lui dit « Ouais, au fait, tu te rappelles, j'avais mis une plaque en acier chez toi, et puis et du coup les carottes sont cuites. » En fait, c'est peut être un code qui peut être mis en place de telle manière à ce que si la personne reçoit cette information, elle sait que derrière vous êtes dans une situation d'urgence et elle réalise la procédure définie. Il y a également la mise en place d'une équipe qui a participé on va dire, à l'histoire de David Balland et qui a permis de récupérer une grande partie des fonds. Cette équipe, c'est SEAL 911. Il y a un télégramme qu'on peut scanner, c'est le QR code, qui permet d'accéder en fait à un bot. Et donc, si on est dans une situation où on se fait voler des fonds, on se fait kidnapper ou autre, et dès que possible, on essaye de contacter, on envoie la procédure, les adresses ou autre, et puis on a des équipes on va dire d'analyst on-chain qui font le suivi, qui contactent ensuite les forces spéciales pour pouvoir bloquer d'un point de vue exchange et juridique les adresses, etc., ou les comptes, etc., etc. Et puis on a évidemment des numéros d'urgence, police secours le 17, et puis un autre qui peut être intéressant à avoir en tête, c'est SMS secours, le 114. Si on est dans une situation où on arrive à accéder à son téléphone, on envoie un message d'urgence et puis à ce moment-là, voilà, on va dire ça lance l'alerte. Et puis dans le cas où on s'est fait kidnapper, qu'on a besoin de suivi juridique, psychologique ou autre, il y a le 116 006 pour France Victime. Bref, ce sont différents points qui peuvent être réfléchis dans un plan d'alerte. Et puis moi, il y a quand même un point qui me semble essentiel à formuler, c'est que outre le fait que trouver une clé privée et voler les fonds d'un bitcoiner, c'est très compliqué, déjà à trouver, qu'en plus de ça, il y a des stratégies de sécurisation qui qui empêchent cela, que les bitcoiners peuvent avoir un plan d'alerte. En plus de ça, la chaîne de blocs est transparente. Alors, pour vous donner une idée, le traçage des fonds dans l'histoire du kidnapping de David Balland ont pu être faits sur la blockchain Ethereum, et donc on a su exactement à quel moment les fonds ont été bougés. En l'occurrence, les kidnappeurs ont essayé de bouger à 27 reprises les fonds. Donc la blockchain est transparente, et donc à partir du moment où l'alerte est donnée, on voit ce qui se passe. Et on peut geler les actifs. Dans le cas par exemple de contrats intelligents en USDT, comme c'était le cas sur la blockchain Ethereum, en fait, il y a eu des adresses qui sont parties vers des exchanges pour essayer de transformer des cryptos, donc du coup en l'occurrence de l'Ethereum ou de l'USDT en cash, et donc du coup ces comptes ont été bloqués. Ces actifs, en plus de ça, le smart contract par le biais de Tether a gelé les actifs. Donc en réalité, la blockchain étant transparente, on a accès à toutes les informations, et donc par conséquent il y a même des possibilités de gel ou de blocage. Et puis il y a un point qui est quand même atypique, c'est qu'il y a une communauté qui est particulièrement soudée. Pour vous donner une idée, il y a des personnes qui n'avaient rien à voir avec David Balland ni quoi que ce soit, qui n'étaient pas non plus des forces spéciales, mais qui avaient des connaissances en analyse on-chain, et qui, lorsqu'ils ont su qu'il y avait ce kidnapping, ont commencé à chercher sur la chaîne de blocs Ethereum s'il n'y avait pas des informations atypiques, des transactions atypiques. Ils sont tombés sur les transactions qui étaient celles précédemment évoquées, et en réalité à ce moment-là ils ont donné les informations aux autorités compétentes, et ils ont monitoré ces fonds pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'on ait des informations par rapport à où allaient ces fonds, donc en l'occurrence sur les échanges. Et à ce moment-là, les échanges ont bloqué les fonds, et donc par conséquent, sur les 20 millions qui ont été demandés par les ravisseurs, la quasi-totalité de ces fonds ont été gelés ou bloqués de manière très rapide, et il n'y a que 150 000 $ qui sont encore en transit sur les différentes blockchains, et je crois même qu'il y a une partie de ces 150 000 qui a été freeze entre-temps. De toute façon, les personnes se sont toutes fait arrêter. Donc on va dire que c'est quand même un point qui est qui est intéressant. Et puis je parle même pas évidemment des peines exemplaires
qui vont dans la situation de David Balland de 20 ans pour kidnapping à perpétuité dans le cas où ils ont réalisé des actes de barbarie ou de torture, notamment en mutilant un de ses doigts pour lui extorquer des informations. Donc tout ça nous permet de conclure une chose qui est évidente pour beaucoup d'entre nous, c'est que s'en prendre à un bitcoiner, c'est vraiment la plus mauvaise des idées. Franchement, il y a beaucoup plus simple aller réaliser un cambriolage. Évidemment, j'en fais pas l'apologie, mais faire un cambriolage, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus pratique, et il y a beaucoup moins de choses à mettre en place. Alors que dans le cas d'un bitcoiner, on n'est clairement pas sûr de pouvoir avoir les informations, parce que beaucoup de bitcoiners n'ont juste pas la possibilité de bouger leur fonds en étant chez eux, parce que les informations de leurs clés privées sont à gauche à droite avec un multisig, un Shamir Secret Sharing ou autre. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Et puis il y a quand même un point qu'il faut avoir en tête, c'est que alors évidemment il y a ce point négatif d'attaque physique qui se développe, mais qui heureusement pour toute proportion gardée encore relativement faible. Bitcoin, ça permet quand même quelque chose qui est essentiel, c'est d'être souverain de ses fonds, d'être incensurable. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, on a un grand pouvoir. Qui dit grand pouvoir dit également grande responsabilité. Et donc est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, Madame Michu, elle va vouloir avoir cette responsabilité de sécuriser ses fonds par des stratégies de sécurisation complexes, etc. Bon, on n'en sait rien. Plus de chances que la réponse soit non que oui, mais reste que derrière, si on a le souhait d'être souverain, d'avoir ses actifs, d'avoir son argent en bitcoin plutôt que en banque, où derrière la banque elle peut venir à tomber en bank run, et dans ce cas-là on ne peut pas retrouver ses fonds, voire même être censuré, etc. Il faut faire ce travail de responsabilisation, d'éducation par rapport aux stratégies de sécurisation et aux points sur lesquels il faut faire attention sur nos données personnelles pour justement être dans une situation où on se sent en sécurité, quelles que soient les situations qui peuvent nous arriver. Mais en tout cas, il y a un point qui est absolument sûr, et ce sera la conclusion de ma présentation, c'est que la démonstration elle est évidente, s'en prendre à un bitcoiner, c'est clairement la plus mauvaise des idées.